Bonjour à tous, aujourd'hui la question de la plus-value et de la résidence principale, une question qui revient beaucoup en ce moment puisque beaucoup de personnes s'interrogent sur leur mode de vie, ont envie de bouger un petit peu, de revendre leurs biens pour lesquels ils ont investi peut-être il y a 5-10 ans, même plus, et donc du coup à ce moment-là va se poser la question de comment faire pour déclarer sa plus-value ou alors est-ce qu'on va être exonéré d'impôts. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Analysimo. Analysimo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Est-ce que vous faites une bonne opération en revendant votre résidence principale? Est-ce que vous allez par exemple revendre votre résidence principale pour en acheter une autre, pour acheter une résidence secondaire, pour faire un investissement? Ça, c'est les questions que se posent en général mes clients et du coup, c'est pour ça que je fais ce sujet aujourd'hui. Vous vous êtes déjà sûrement posé la question si vous avez été primo-accédant, si vous avez un prêt que vous êtes en train de solder par exemple. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le fait de solder un prêt pour investir que je vais vous afficher. Mais si vous êtes aussi en résidence principale avec un achat en cash, ça se pose aussi comme question et on va voir qu'il y a un certain nombre de critères à respecter. Les conditions à respecter pour revendre du coup notre bien immobilier qu'on a acheté en résidence principale dans de bonnes conditions et avec les prérequis de l'administration fiscale, parce qu'il y en a. On va tout de suite aborder le sujet sans plus attendre. Alors selon la loi, donc, la résidence principale doit être le lieu de résidence habituel et effectif de la personne pour pouvoir être qualifié comme tel. Résidence habituelle, le lieu où vous habitez de manière régulière pendant la majeure partie de l'année. Donc ça, c'est la définition classique. En fait, tout simplement, ça va s'interpréter comme le lieu habituel et donc vous ne devez pas être temporairement dans les lieux. Ça doit être vraiment avec des indicateurs plus ou moins variés. Votre résidence principale, comme son nom l'indique, donc c'est assez clair. Vous devez y loger, y manger, et avoir un contrat de fourniture d'énergie, des choses comme ça. Voilà, tout un tas de preuves qui peuvent être demandées par l'administration fiscale lorsque vous faites votre déclaration d'exonération de la plus-value. Alors la définition fiscale, c'est très bien, mais comment ça se passe concrètement ? En fait, c'est la meilleure preuve disponible. Il faut prouver qu'on habite régulièrement dans les lieux de manière pérenne et non de manière temporaire. Donc, si on fait un similaire, c'est un peu comme la résidence fiscale. Il faut prouver qu'on est dans les lieux au moins 6 mois dans l'année, mais il n'y a pas de règle spécifique. Il faut vraiment avoir les meilleurs documents disponibles pour pouvoir appuyer la thèse de l'exonération lorsque vous revendez et lorsque vous avez du coup l'espoir de conserver la plus-value en entier sans subir d'impôt sur la revente. Vous l'aurez compris, le but ici n'est pas de contourner l'administration fiscale et de faire de la fraude ou d'éviter quelconque impôt. Le but c'est vraiment de comprendre si votre situation à vous s'applique dans les faits cette règle et du coup à l'exonération. Une des choses qu'il faut absolument respecter, c'est que on ne peut pas établir sa résidence principale dans un bien d'investissement, dans un bien qu'on loue, dans un bien qui fait l'objet d'une rente. Parce que là, vraiment, il y a une distinction et c'est contre-productif. En fait, l'administration fiscale va de suite voir que vous avez du coup eu un impôt sur les locations, quel que soit votre régime fiscal et quel que soit le type de location. Et ce sera donc en contradiction avec le fait que vous habitiez dans le bien et que vous profitiez, que vous jouissiez du bien vous-même. En effet, l'administration fiscale est du coup au courant de toutes ces activités et il ne faut pas jouer du coup avec les mots, avec le feu. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Donc si on résume jusqu'à présent, donc habiter réellement dans le bien, ne pas le louer et disposer de toutes les preuves, contrats d'énergie, électricité, eau, gaz, etc., Internet, que vous avez à votre nom et que vous, du coup vous pouvez fournir en cas de contrôle. Il y a également bien sûr tout ce qui est taxes d'habitation, taxes foncières et charges locales qui du coup va aider en plus des contrats d'énergie, de fourniture de différentes choses qui sont intrinsèques au bien. On s'imagine toujours le contrôle fiscal comme étant quelqu'un qui frappe à sa porte, mais bien souvent c'est un contrôle sur pièce. Ça veut dire que d'abord il y a une étude à distance qui est faite, donc
si vous passez cette première étape, il n'y a aucune raison que le fisc veuille aller plus loin et veuille vraiment contrôler en passant chez vous. Donc déjà, voilà, sécurisez-vous un maximum, vous dormirez sur vos deux oreilles. Mais je pense que la plupart d'entre vous sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que vraiment on se pose la question de comment faire, etc. N'oubliez pas que moi je ne suis pas conseiller fiscal, hein, il y a vraiment des experts là-dedans, mais bon, il y a des principes généraux qu'on peut discuter ensemble pour naviguer clairement et simplement dans l'environnement immobilier. On n'a pas vraiment de critères de durée, hein, d'ailleurs, parce que j'ai déjà vu des opérations qui se font sur 1 an et demi avec des travaux, de l'achat-revente, etc. et des gens qui habitent réellement dans le bien, hein, mais qui ont fait quelque chose d'assez courte durée pour le coup, hein. Même si vous avez suivi les précédentes vidéos sur la vente aux enchères, par exemple, il y a des stratégies de marchand de biens où là, il y a de l'achat, rénovation et revente avec des résidences principales au nom des marchands de biens eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, il faut pouvoir être droit dans ses bottes et il faut jouer le jeu, il faut rester correct avec les critères qui sont définis. Ce qui est souvent bien de rajouter aussi, c'est de pouvoir justifier le pourquoi. En fait, le pourquoi de vous vous êtes installé à tel endroit, si vous avez une activité, vous travaillez pas loin, si vous étiez en campagne, vous avez besoin d'une bonne connexion Internet, vous êtes allé en ville, ou inversement, vous aviez l'école des enfants, je sais pas, qui était pas loin, etc. Ça c'est un faisceau de preuves, un faisceau d'indices qui tout simplement va conforter la thèse que c'était bien votre résidence principale. Alors à ce stade-là, on va pas se mentir, on parle beaucoup des dangers du coup de requalification, que ce soit pas votre résidence principale, mais vraiment. Alors à ce stade, on va pas se mentir, on parle beaucoup des dangers et on se dit que oh là là, c'est difficile, mais rassurez-vous, il y en a tous les jours des opérations de revente de résidence principale. Et d'ailleurs, c'est une stratégie d'investissement, comme je l'ai dit précédemment, de certains marchands de biens et même d'investisseurs qui sont sur de la location. Mais voilà, on va pas enchaîner les opérations aussi rapidement. Par contre, on sait qu'on peut faire un gros gap en termes financiers et du coup avoir un apport pour un investissement ailleurs, en immeuble de rapport par exemple, comme on le conseille sur cette chaîne. Voilà, donc là c'est quand même un gros avantage, c'est fiscalement intéressant, zéro impôt sur une opération, soit avec de la plus-value pure parce que la zone géographique, l'emplacement a pris de la valeur aux yeux de la demande, donc c'est de la loi et de l'offre et de la demande sur un marché, soit parce que vous l'avez amélioré à coût minimal et que vous savez du coup le vendre avec un bon agencement, un meilleur agencement comme c'était avant, ou alors une belle déco, etc. etc. Voilà, là, place à l'imagination. On voit souvent d'ailleurs dans les émissions classiques à la télé, avec des présentateurs qu'on ne présente plus d'ailleurs, et que je vais éviter de nommer, que en fait, tout simplement, ceux qui vont reprendre et racheter votre bien vont demander l'effet coup de cœur. Alors vous, si vous avez acheté un bien où il n'y avait pas l'effet coup de cœur, mais vous êtes à moitié investisseur, c'est-à-dire vous avez vu le potentiel du bien, bah à ce moment-là, eux, ils vont fonctionner que à l'émotionnel et sous garantie d'avoir la capacité financière, ils vont même pas négocier le prix, etc. Donc c'est ça que vous avez envie d'aller chercher pour réaliser, entre guillemets, rapidement une plus-value sur la résidence principale exonérée d'impôts. Évidemment, c'est pas naturel d'associer la résidence principale à un investissement. C'est souvent un achat plaisir, un achat confort, quelque chose qu'on envisage même sur le long terme. Eh bien, voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous auriez vu qu'on peut l'envisager sur de l'investissement même plus court terme. Attention, le court terme, on n'est pas sur des opérations de 2-3 mois, viser 1 an et demi de vivre dans les lieux. Mais si vous connaissez bien votre région, si vous connaissez bien les emplacements et que vous préférez investir là-dedans plutôt que d'aller chercher des immeubles dans des villes que vous ne connaissez pas, même s'il y a des choses très bien, mais ça peut être une stratégie pour constituer un apport, pour faire un gap au niveau du patrimoine. Et du coup, j'en profite également pour vous dire que j'organise des classes d'été, ça se déroulera sur les premiers dimanches du mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce que le mois d'août, c'est le moment où on est calme, on a du temps pour regarder ses investissements, pour regarder sa stratégie et faire ses plans à long terme. Tout le monde revient en septembre, le temps de faire la rentrée des enfants, la rentrée professionnelle, etc. Le marché repart fin septembre, début octobre. Donc c'est le bon moment pour se positionner sur sa stratégie en août quand on a du temps.
Et donc je vous mets évidemment le lien du formulaire d'inscription dans les commentaires pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces fameuses classes d'été. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien rater. On fait des sujets toutes les semaines et surtout on regarde des vrais investissements qui sont sur le marché et qui peuvent être des opportunités pour vous. En général, on en fait une par semaine et on analyse aussi des villes pour vous aiguiller. C'est pas facile quand on commence de savoir où regarder. Eh bien nous, c'est ce qu'on fait ici sur Analysimo. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Ciao!